Aujourd'hui, on va explorer un truc assez fou. Comment un concept mathématique, né il y a plus de 300 ans, est en train de devenir un outil de pointe pour régler un des plus gros problèmes de l'intelligence artificielle actuelle. On va parler des déterminants et de leur rôle complètement inattendu pour booster la créativité des IA. C'est vraiment ça la question de départ. Comment est-ce qu'un outil qui a été inventé à la base pour résoudre de bêtes systèmes d'équations peut aujourd'hui empêcher les grands modèles de langage de devenir ennuyeux, d'éviter qu'ils nous donnent des réponses qui se ressemblent toutes? C'est une histoire assez incroyable qui fait le pont entre la géométrie, la physique quantique et le machine learning. Mais bon, avant de se jeter dans l'IA, il faut qu'on fasse un petit retour en arrière. Pour vraiment piger la puissance du déterminant, c'est super important de comprendre d'où il vient et à quoi il servait au tout début. Et tout part d'un besoin très très concret. Ok, petit voyage dans le temps. On est en 1683. À deux endroits du globe, sans se parler, deux mathématiciens, Sekiko Wa au Japon et Gottfried Leibniz en Europe, ont la même idée. Leur but est simple, trouver une méthode pour résoudre des systèmes d'équations qui devenaient de plus en plus complexes. Un peu plus tard, en 1750, Gabriel Cramer arrive et met tout ça en forme. Il crée une méthode plus générale, plus systématique. Et puis là, c'est le grand saut. En 1812, Augustin Louis Cauchy arrive et connecte ce chiffre un peu abstrait à quelque chose de super concret, le volume. Et c'est cette connexion-là qui va tout changer pour nous aujourd'hui. Et voilà l'un de ses pionniers, Sesoki Kwawa. On le surnommait le Newton du Japon, c'est dire l'impact de ses travaux. Ce qui est génial dans cette histoire, c'est que ni lui, ni Leibniz ne cherchaient à bâtir une grande théorie abstraite. Non, ils voulaient juste un outil pour résoudre des problèmes. Et c'est de ce besoin très pratique qu'est née une idée mathématique d'une puissance qu'ils n'imaginaient même pas. C'est ici qu'il faut faire un petit switch mental. Il faut arrêter de voir le déterminant comme un simple résultat de calcul. Le vrai déclic, c'est de le visualiser comme un opérateur de transformation. Il ne donne pas juste un chiffre, il raconte ce qui arrive à l'espace lui-même quand on lui applique une transformation. Prenons un exemple tout simple. Imaginez un carré. Un carré parfait. Maintenant, on lui applique une transformation linéaire. Disons qu'on l'étire ou qu'on le penche un peu pour en faire un parallélogramme. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le déterminant nous donne exactement le ratio entre la nouvelle surface et la surface de départ. C'est ce fameux facteur d'échelle. Si la surface a doublé, le déterminant vaut 2. Si elle a été réduite de moitié, il vaut 0,5. C'est aussi simple que ça. Et ça, attention, c'est le cas le plus important. Un déterminant qui vaut 0, ça veut dire qu'il y a eu un effondrement. C'est une perte d'information. C'est comme prendre un objet en 3D, un cube par exemple, et l'aplatir complètement pour qu'il devienne une feuille de papier en 2D. Son volume est tombé à 0. D'un point de vue géométrique, ça veut dire que les vecteurs qui définissaient la forme sont devenus dépendants les uns des autres. Ils n'occupent plus tout l'espace qu'ils pourraient. Gardez bien cette idée d'effondrement en tête. Allez, on quitte la géométrie pure et on fait un bond de géant jusqu'à l'intelligence artificielle. Comment est-ce que cette notion de volume peut bien s'appliquer à quelque chose d'aussi abstrait que des mots, des phrases, des idées? C'est là que toute l'astuce de l'approche moderne entre en jeu. C'est la question qui fait tout basculer. Bien sûr, un groupe de phrases n'a pas un volume en mètres cubes, mais si on imagine que chaque phrase peut être représentée par un point dans un espace des idées immense avec des milliers de dimensions, alors là, on peut commencer à se poser la question. Est-ce que tous ces points sont collés les uns aux autres dans un coin de cet espace, ou est-ce qu'ils explorent une large zone? Et on touche au cœur du problème que les chercheurs essayent de résoudre. Cette citation le dit très bien. Quand on entraîne une IA à être meilleure, en la récompensant pour ses bonnes réponses, elle a une fâcheuse tendance à converger vers une seule et même façon de bien répondre. La manière la plus sûre. Du coup, elle perd en créativité, en surprise, elle devient prévisible. Il faut donc être clair sur ce qu'on veut. On ne veut pas juste une diversité de façades, où on change 2-3 mots mais l'idée de fond reste la même. Non, ce qu'on vise, c'est la diversité sémantique. Obtenir des réponses qui explorent des angles, des concepts, des idées qui sont vraiment différentes les unes des autres. Et c'est là que, magie, les déterminants refont leur apparition grâce à un outil au nom un peu barbare, les processus ponctuels déterminationnels ou PPD. Oubliez le nom. L'idée, qui vient de la physique quantique, est géniale. Ça modélise des systèmes où les éléments se repoussent naturellement, un peu comme des aimants de même pôle. Et on va faire pareil, mais avec des idées. Un ensemble de réponses sera un bon score de diversité si les points qui les représentent dans l'espace des idées sont bien éloignés les uns des autres, s'ils couvrent un grand volume. C'est l'analogie parfaite avec nos vecteurs géométriques de tout à l'heure. Ok, la théorie est super élégante, mais concrètement, comment on fait? Comment on transforme cette idée de volume sémantique en un algorithme qu'on peut utiliser pour entraîner une IA? Alors, le processus, qui s'appelle DQO, est remarquablement malin. Première étape, on demande à l'IA de générer non pas une, mais plein de réponses possibles pour une même question. Deuxième étape,
Chaque réponse est transformée en un vecteur mathématique. C'est ce qu'on appelle un plongement sémantique. En gros, on traduit le sens de la phrase en coordonnées GPS dans notre fameux espace des idées. Troisième étape, on construit une matrice qui va mesurer à quel point toutes ces idées sont proches ou éloignées les unes des autres. Et enfin, le coup de génie, on calcule le déterminant de cette matrice. Et ce nombre, c'est notre score de diversité. Et là, tout s'éclaire. Si toutes les réponses de l'IA sont quasi identiques, leurs vecteurs seront presque alignés, le volume qu'ils forment sera minuscule et le déterminant sera proche de zéro. A l'inverse, si les réponses explorent des idées très différentes, leurs vecteurs partiront dans des directions variées, le volume sera grand et le déterminant sera élevé. Et là, on peut récompenser l'IA non seulement pour la qualité, mais aussi pour ce volume sémantique. On lui apprend à être original. Et est-ce que ça marche? La réponse, c'est un grand oui. Les résultats sont juste bluffants. Pour une tâche d'écriture créative, par exemple, cette approche a permis d'augmenter le score de diversité de plus de 61% par rapport aux méthodes classiques. Et le point le plus important, c'est que cette créativité en plus ne se fait pas au détriment de la qualité. L'IA devient plus inventive, moins robotique, tout en restant complètement pertinente. Évidemment, ce n'est pas une solution magique. Comme toute nouvelle technologie, cette approche a ses propres défis. C'est important d'en parler pour avoir une vision juste et équilibrée. Il y a principalement 3 obstacles. D'abord, tout le système dépend de la qualité de la traduction des phrases en vecteurs. Si notre GPS des idées est mauvais, la mesure de la diversité le sera aussi. Ensuite, il y a toujours le risque que l'IA devienne trop maligne et trouve un moyen de tricher, de maximiser le score de diversité de façon artificielle, sans vraiment proposer d'idées neuves. Et enfin, c'est un fait, générer et comparer plusieurs réponses, ça demande plus de puissance de calcul. Alors, si on devait résumer tout ce voyage, on est parti d'un vieil outil mathématique, le déterminant, qui mesure un changement de volume géométrique. On a vu que cette idée de volume peut être utilisée comme une super métaphore pour mesurer la diversité d'idées. Et enfin, que des algorithmes comme DQO se servent de ce lien pour entraîner des intelligences artificielles qui sont à la fois pertinentes et créatives. Et tout ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour le futur. Si un concept aussi abstrait qu'un déterminant peut nous aider à enseigner la diversité à une machine, quelles autres qualités, qu'on pense typiquement humaines, comme la curiosité, l'humour ou même l'empathie, pourraient un jour être elles aussi comprises et optimisées grâce aux mathématiques? Le chemin est encore long, c'est certain, mais la perspective, elle, est absolument fascinante.